Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la facture au format Facture X. Je suis Eric Vanskor, président fondateur de Quibi, et donc c'est moi qui vais porter l'exposé aujourd'hui. Avant de rentrer dans le schéma de Facture X, pour bien repositionner les intérêts et la pertinence du dispositif Facture X, je souhaitais partir du départ qui est le circuit de traitement d'une facture. Parce qu'une facture, c'est un document particulier. Souvent, on assimile la facture à un courrier, alors qu'en fait, la facture n'est pas un courrier. La facture, c'est un flux d'informations qui part d'un fournisseur à destination de son client. Et ce qui intéresse chacune des parties, ça n'est pas l'image, ça n'est pas le document, ça n'est pas le support, ce sont les données qui sont sur ce document. Je prends souvent l'image de dire que j'ai rarement vu dans une entreprise des factures accrochées au mur tellement elles étaient belles, ou voir des personnes dans une administration des ventes feuilleter les factures de l'année passée pour se dire ah tu te souviens celle-là c'était ça n'arrive pas. La seule chose qui intéresse, ce sont les données que la facture porte. Et donc le support, aujourd'hui il est papier historiquement parce que toute notre organisation côté émetteur et côté récepteur est construite par rapport à ce support papier, mais en fait la réalité d'une facture, c'est un flux d'informations. Et on peut prendre l'image assez simple qui est une facture, c'est comme de la musique. Ce qui compte, c'est pas le rouleau de cire, le 78 tours, le 45 tours, la cassette ou le CD-ROM. Ce qui compte, c'est la musique. Aujourd'hui, quand on utilise un service de streaming, on n'a plus besoin du support et personne, me semble-t-il, ne s'amuse à copier sur un CD-ROM la musique qu'il a récupérée sur un service de streaming. Parce que la seule chose qui intéresse, c'est la data, la donnée qui produit la musique. Bah, la facture, c'est exactement pareil. L'émetteur va sortir des données de son système d'information, les transmettre au destinataire qui va les récupérer pour les insérer dans son système d'information à lui, de manière à valider que cette facture reçue est conforme, déclencher son paiement et aboutir à l'encaissement chez le fournisseur. Or, dans ce process, l'utilisation du support papier ou de sa virtualisation image PDF introduit de nombreuses ruptures de charge. Alors, ces ruptures de charge, on y est habitué, on a tendance à plus les voir. Sauf que, en fait, de plus en plus, les récepteurs, et pas seulement les grands récepteurs, c'est une démarche qui se démocratise, qui se diffuse auprès de très nombreux récepteurs de taille plus intermédiaire, PMI, enfin ETI, pardon, et PME, s'équipent de solutions pour gérer ce qu'on appelle le purchase to pay, donc tout le process qui va de l'achat au règlement du fournisseur. Parce que ces processus-là, côté récepteur de factures, et vous le savez forcément les uns les autres puisque vous avez des factures fournisseurs à gérer, tout ce process-là est compliqué, coûteux et potentiellement long en termes de temps, avec un risque sur les délais de paiement. Puisque si mon process de contrôle validation met 30 jours et que je dois payer à 30 jours, je suis vraiment limite pour respecter le délai de mon fournisseur. Et donc, de plus en plus d'entreprises s'équipent de solutions pour le faire parce que leur objectif, bah, c'est ça, c'est d'optimiser, de fiabiliser tout leur processus d'achat de leur côté, mais aussi de s'assurer que les factures qui viennent en retour de cette démarche d'achat soient totalement conformes. Et pour ça, ce qui les intéresse, ce sont les données. Ce n'est en aucun cas l'image de la facture papier ou PDF. Ce sont les datas. On retombe sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Une facture, c'est un flux de données. Ce sont des données transactionnelles. Et donc, les récepteurs s'équipent de solutions qui vont leur permettre à eux d'optimiser la gestion des factures fournisseurs, mais qui, côté fournisseur, vont être plutôt contraignantes parce que soit le fournisseur est capable de fournir de la data, et donc on va tomber dans le cas très proche de l'EDI, dans le cas de l'EDI même, que toutes les entreprises ne sont pas capables de fournir. S'il n'est pas capable de fournir de la data, il va se retrouver à devoir aller uploader des factures sur un portail, voire même faire de la saisie manuelle des factures. C'est contraignant, à lui de s'adapter, parce que de moins en moins de récepteurs acceptent de scanner et de passer en OCR les factures qu'ils reçoivent, parce que ça a un coût, c'est pas forcément efficace, et donc de plus en plus vont demander à leurs fournisseurs de soit fournir de la data, soit faire l'effort de s'adapter et d'aller saisir sur la plateforme
les données. Or ça, pour le fournisseur, c'est un vrai cauchemar. Pour le fournisseur, c'est un vrai cauchemar. Et donc, parti de là, on arrive au cœur du sujet, qui est que il faut trouver une solution pour que les émetteurs de factures, de manière simple et facile, soient capables de produire une facture qui réponde à l'attente du destinataire, avoir de la data exploitable. L'EDI, on en a parlé brièvement il y a quelques instants, c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est lourd, ça ne peut pas se déployer à tous les clients, donc tous les fournisseurs ne peuvent pas faire de l'EDI. Il fallait trouver une autre solution, une solution beaucoup plus agile. Et cette solution, aujourd'hui, c'est le FactureX. Alors, qu'est-ce qu'un FactureX? C'est assez simple. Alors, c'est toute une question que je me suis posée en préparant. Est-ce qu'il faut raconter l'histoire de FactureX là ou après? Je l'ai mise après en me disant on verra s'il nous reste du temps pour expliquer la genèse de FactureX. FactureX, c'est assez simple. C'est une facture, et je vais vous montrer des exemples dans quelques instants. C'est une facture qui a la particularité d'être faite à la fois pour la manipulation humaine, pour l'œil humain, qui va donc prendre sa facture et aller saisir à la main s'il le souhaite. Si son process est fait pour être géré à la main, il va traiter la facture à la main parce qu'on a un visuel qui est un PDF. Mais derrière, comme vous le voyez ici, on va trouver de la data structurée. Donc structurée, ça veut dire des données qui sont organisées selon une structure d'information permettant d'automatiser leur traitement. Et cette structuration est conforme à une norme européenne, la norme EN 16931, qui est une norme qui liste toutes les données utiles dans une facture, avec une certaine graduation, une progressivité. Et donc, FactureX, en embarquant ce fichier de données, va permettre que cette facture, si elle arrive dans un process automatisé, le process automatisé va reconnaître que c'est un FactureX, va reconnaître, comme vous le voyez ici, alors je vais vous montrer en 2 secondes sur une vraie, va reconnaître qu'il y a un fichier XML, et donc le process automatisé va utiliser ce fichier XML et va prendre les données qui sont dedans, évitant ainsi au récepteur de devoir traiter à la main. Donc on a une facture dite hybride, puisque en fait c'est comme une facture à deux faces. En apparence, c'est un PDF. Donc si mon traitement est manuel, ça rentre dans mon traitement manuel pour faire de la saisie. Si mon traitement est automatisé, avec une plateforme de gestion de factures fournisseurs qui est compatible à FactureX, si mon process est automatisé, alors l'outil du client qui va recevoir cette facture va détecter la présence de données structurées et va se dire, miam, voilà des données toutes prêtes à être digérées, et il va les intégrer sans saisie, sans manipulation, sans OCR, ce sera direct. Donc là, normalement, vous voyez un PDF qui revendique la conformité PDF-A, parce que ça fait partie du standard FactureX d'être sur le format PDF-A. Et dans ce fichier PDF, qui s'ouvre, comme vous l'avez vu quand je l'ai ouvert à 2 secondes, comme n'importe quel fichier PDF, donc je retrouve la facture. Je ne vais pas descendre parce que je n'ai pas envie de vous montrer ce que je facture à mon client. Et je vais retrouver dans un petit coin en pièce jointe un fichier XML. Alors, ce n'est pas très très beau un fichier XML. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, ça va peut-être vous faire peur. Ce sont simplement les données de la facture qui sont présentées selon des normes d'encodage et de structuration définies par la norme FactureX. Et donc, on renvoie bien ici à un certain nombre de standards qui sont des standards UNC-FACT. Donc, UNC-FACT, c'est l'instance maître de tous les échanges de données business structurés, instance dépendante des Nations Unies. C'est comme l'UNESCO, c'est beaucoup moins connu que l'UNESCO, mais c'est comme l'UNESCO, ça démarre par UN. Et c'est donc la structuration mondiale de tous les échanges de données. Donc FactureX, en plus d'être conforme à la norme européenne, est conforme à des standards internationaux UNC-FACT. Et on va retrouver, de manière structurée, toujours de la même manière, les données de la facture. Et donc, si moi, en réception, je dispose d'un outil, mon outil va être naturellement capable de, sans qu'il y ait le moindre paramétrage, se dire, ah, là, j'ai l'identification du facturé par. C'est le SIRET, ou ici le TVA intra, du facturé par, émetteur de la facture. Il va reconnaître au bon endroit, toujours selon cette
règle cette norme qui est donc la même pour toutes les factures X, quel que soit l'émetteur, quel que soit le client, cette norme est toujours pareille. Il va reconnaître au même endroit le facturé A. Donc on peut aller chercher ici, voilà, j'ai le facturé A. Et j'ai le TVA intra du facturé A. Et ensuite, on va retrouver un ensemble d'informations organisées de la même manière, permettant euh, au destinataire d'automatiser ce traitement par rapport à ce fichier. J'ai beaucoup d'écrans ouverts, je suis désolé. Donc de reconnaître le fichier de données structurées pour pouvoir l'utiliser. Et en l'espèce, nous concernant, la facture va porter une signature. Je le montre pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble une signature électronique. Donc là, le fichier porte une signature qui est conforme. Elle est bien identifiée par Acrobat comme étant une signature valide. Et si on veut voir le détail de la signature, voilà, on retrouve ici que ça a été signé en l'espèce par moi, par un processus de signature, que c'est un certificat qui est valide jusqu'en juin 2021, qu'il n'a pas été révoqué, que la signature est approuvée pour la signature de facture, donc signer les documents ou les données, certifier les documents, etc. Voilà, c'était juste pour montrer une signature électronique. Donc, FactureX, en apparence, c'est juste un PDF qui va avoir cette particularité d'inclure un fichier structuré normé permettant le traitement automatique par le récepteur de la facture. Ça n'a rien de plus extraordinaire que ça. Le seul avantage, c'est que c'est la première fois qu'on propose un fichier de facture qui fasse les deux à la fois de manière simple et évidente. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formats de factures structurées qui existent, mais soit on va être sur des formats EDI qui sont totalement illisibles pour l'œil humain et qui donc requièrent un passage dans un outil informatique pour générer un visuel adapté à l'œil humain. Donc là, on a la réponse technique pour un traitement automatisé, mais on n'a pas la réponse pour l'œil humain. Ou bien on va avoir à l'inverse des flux type GS1 XML ou le UBL de Chorus, qui sont des flux qui peuvent embarquer un visuel PDF dans un flux de données structuré, permettant aussi l'automatisation. Mais encore une fois, même problème, comme le PDF est embarqué dans le flux de données, il n'est pas lisible à l'œil humain. Et donc là, l'avantage de FactureX, grâce au format PDF A3 en l'espèce, on retrouve les deux ensemble de manière à ce que lorsque le fichier arrive, soit c'est un être humain qui va dire ah, un PDF, je l'ouvre, je regarde, je le manipule, soit c'est une machine qui va dire ah, c'est un PDF A3 qui contient un fichier en pièce jointe, comme je vous l'ai montré il y a 2 secondes. Ce fichier est un fichier FactureX, ça tombe bien, je le prends, je sais exactement comment il est structuré car c'est une norme, et donc hop, la facture est intégrée directement dans les outils. FactureX, c'est aussi simple que ça, même si technologiquement, c'est pas aussi évident que ça à mettre en place et à faire, mais le concept est aussi simple que cela. Alors, quels sont les bénéfices? On en a déjà évoqué plusieurs précédemment, mais de manière synthétique. L'avantage d'échanger du FactureX, c'est déjà qu'au bout du fil, le destinataire, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de le traiter à la main comme un PDF classique, il le traite à la main comme un PDF classique. S'il dispose d'un outil qui lui permet d'automatiser le traitement, il le met dans son outil, le traitement sera automatisé, et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, puisque la donnée est directement dans la facture. La donnée est présente directement dans la facture. Donc là, pas de souci. Deuxième grand bénéfice qu'on va avoir, et qui découle du premier, en fait, on va voir que quasiment tous découlent du premier. Le deuxième grand bénéfice, c'est que, comme on est sur un format normé qui est conforme au standard UNC-FACT d'échange d'informations, je peux, grâce à FactureX, être en conformité avec de très nombreuses attentes de mes clients destinataires. Pour revenir sur ce que j'évoquais, FactureX est conforme au standard UNC-FACT. Les standards EDI, par exemple, EDIFACT D96, qui est le standard dominant pour les factures en France, D96 est également construit sur la base des standards UNC-FACT. Ce qui veut dire que le format FactureX, dans son niveau le plus élevé, puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une graduation dans la richesse des informations que peut contenir un FactureX. Donc un FactureX dans son format le plus élevé correspond à un EDIFACT D96. Ce qui veut dire que si je sais générer du FactureX à aujourd'hui,
quasiment automatiquement, la plupart des attentes de mes clients qui sont conformes, elles aussi, à des standards UNCFACT, pourront être satisfaites. Troisième avantage qu'on va trouver dans FactureX, c'est que ce côté hybride, manuel ou automatique, facilite le déploiement. Aujourd'hui, j'envoie du PDF par email. Il y a énormément de destinataires qui vont dire taratata, moi j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Là, on peut lui dire attends, c'est ok, c'est une image, ça ne m'intéresse pas, mais l'image embarque de la donnée que tu peux traiter automatiquement. Là, la position des destinataires change. Et on le voit, nous, côté Quibi, en gros, depuis fin 2020, on fait des démarrages de nos clients en transformant leur PDF natif en PDF FactureX. Et la plupart de ces émetteurs prennent de ce fait la décision de dire eh ben, j'y vais franco. Mon client, je lui laisse, entre guillemets, plus le choix. C'est-à-dire, je ne lui demande pas son accord. Enfin, alors, j'ai toujours besoin de son accord, puisque l'article 289.6 du Code général des impôts n'est pas encore abrogé. Il le sera certainement d'ici 2023. Mais il existe toujours et impose d'avoir l'accord du destinataire. Sauf qu'il change la logique. C'est-à-dire que jusque maintenant, c'était monsieur mon client, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir une facture électronique? Là, la logique, c'est plutôt monsieur mon client, je vous envoie une facture électronique qui est conforme au standard FactureX, donc manuel ou automatisable. Dites-moi si vous refusez. Et en général, il n'y a pas beaucoup de refus. Et le dernier grand avantage qu'on peut trouver avec FactureX, d'une certaine manière, ça constitue un avantage concurrentiel. Parce que si aujourd'hui, je suis capable d'émettre mes factures en FactureX, que ça me permet donc de m'adapter à quasiment toutes les attentes de mes clients, que ce soit des grands donneurs d'ordre avec des exigences potentiellement de type EDI, ou des clients de taille plus modeste qui ont mis en place une plateforme de gestion de factures fournisseurs qui sait digérer du FactureX, je suis en avance par rapport à beaucoup d'autres qui aujourd'hui envoient encore du papier ou envoient des images, des PDF, avec les datas. Sauf que le PDF, la facture PDF, image, sans données, c'est voilà. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est comme si j'envoyais un CD-ROM à un ami au lieu de lui envoyer un lien direct pour aller sur un service de streaming. Voilà les principaux bénéfices et enjeux de FactureX. Alors, il y a une question qui peut se poser, et je me suis rendu compte trop tard que je n'ai pas prévu dans mon exposé, donc je la glisse ici. La petite contrainte de FactureX, c'est est-ce que ça ne va pas être un format de plus? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la facture électronique, et typiquement, nous, côté émetteur, on est bien, conscient de ça, parce qu'on est confronté à ça à longueur de journée, c'est que il y a pas une infinité, mais il y a une grande quantité de formats attendus. Il y a une entreprise qui, dans le B2B ou dans le B2J, émet des factures. OK, il y a Chorus, c'est bien. Chorus, c'est toute la sphère publique. Mais pour peu qu'il ait des clients sur Ariba, il faut faire de l'EBXML format Edifact D98, pardon. Dès qu'elle envoie des factures sur des clients qui sont sur Coupa, il faut faire un format privé à Coupa. Si elle travaille avec certains donneurs d'ordre type Auchan, c'est un format privé Auchan. D'autres donneurs d'ordre vont être en GS1 XML, mais le GS1 XML de Carrefour n'est pas le même que celui de Casino ou celui de Métro. Et donc, on empile une infinité de formats, de variations, qui font que même si, sur le papier, les formats d'échange de factures électroniques au sens data, au sens format structuré, sont plutôt normalisés, il y a tellement de variations que cette normalisation, cette structuration, a des effets limités. Alors, il ne faut pas survaloriser FactureX. FactureX ne va pas remplacer l'existant. Je vois mal aujourd'hui un donneur d'ordre, je ne vais pas citer de nom, mais je les ai cités il y a quelques instants, un donneur d'ordre qui a démarré il y a 20 ans la facture électronique avec ses fournisseurs et qui aujourd'hui est à 98 ou 97% de ces quelques millions de factures annuelles en électronique sur des formats existants. Il ne va pas tout casser pour tout remettre à zéro avec un nouveau format. Donc là, FactureX ne va pas remplacer l'existant. Par contre, FactureX, dans le déploiement qui arrive, va forcément devenir incontournable sur les flux qui restent. Et il reste énormément de flux, parce qu'en réalité, dans les flux de factures électroniques, il n'y a que 10-15% des flux d'échange de factures électroniques qui sont des flux structurés conformes à des normes. Tout le reste, ce sont des images PDF, et ce sont ces images PDF qui vont naturellement se transformer progressivement en FactureX, de manière à fluidifier les échanges et à faciliter les traitements, éviter aux récepteurs de devoir saisir la donnée ou scanner la facture,
et éviter à l'émetteur de devoir aller sur un portail, saisir ou manipuler des flux d'informations. Donc voilà, FactorX, c'est un format de plus, mais c'est un format qui devrait être assez rapidement un format, on va dire, dominant. Alors, d'autant plus, j'ai entreaperçu la question il y a quelques instants, d'autant plus que FactorX est très 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 bien positionné par rapport à 2023. À l'instant présent, il y a encore beaucoup de flou. Quand on lit le rapport de la DGFiP concernant la mise en œuvre de l'obligation de facture électronique pour le B2B en France entre 2023 et 2025, donc le fameux article 153 de la loi de finances de 2020, qui énonce qu'à partir de 2023 au plus tôt et 2025 au plus tard, toutes les entreprises opérant dans le B2B devront émettre des flux de factures électroniques avec une transmission complémentaire ou centralisée sur une plateforme de l'État, à des fins de collecte et de contrôle des données de TVA. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on a d'autres webinaires sur le sujet que vous pourrez trouver dans nos replays. Donc, à l'instant présent, le rapport de la DGFiP ouvre la porte sur énormément d'informations à véhiculer dans les factures à partir de 2023. Sur la base du rapport de la DGFiP, on sait que le nombre de données obligatoires dans une facture va augmenter à partir de la mise en œuvre de l'obligation 2023, pour plein de raisons. Parce que cette obligation va faciliter le contrôle de la TVA, donc il y a des informations pour tout ce qui est collecte et contrôle des données de TVA, qui aujourd'hui ne sont pas forcément des données obligatoires dans une facture papier, mais qui vont être nécessaires dans le flux électronique, pour que l'administration puisse automatiser tout ça. On sait également que cette mise en œuvre de la facture électronique obligatoire en 2023 a vocation à progressivement remplacer la DEB, la déclaration d'échange de biens. Donc la facture va devoir porter des informations qu'elle ne portait pas aujourd'hui, mais qui sont des informations liées à la déclaration d'échange de biens. Alors je dis la facture va devoir porter, c'est pas un visuel, puisque 2023, flux électronique, ce sera plus un visuel. Mais par contre, mon flux de facturation va devoir porter ces informations-là. Et donc, les données obligatoires pour 2023, dans les flux d'informations de 2023, ne sont pas stabilisées. Par contre, le rapport de la DGFiP est clairement aligné sur cette norme EN 16931, qui est une norme de référence européenne. Et donc, comme FactureX est lui-même aligné sur cette norme EN 16931, tout laisse penser, en l'état actuel des choses, que FactureX va jouer un grand rôle dans la mise en œuvre de l'obligation en 2023. Et ce sera d'autant plus un rôle important que c'est un format homme-machine. Et la difficulté des formats machines purs, c'est que dans la conduite du changement, c'est brutal. Moi, je me souviens dans les premiers dossiers qu'on a fait en Chorus, il y a, mon Dieu, c'était quand? C'était avant Chorus Portail Pro, c'était sur Chorus Facture, ça devait être en 2014-2015. Je me souviens c'est anecdotique, désolé de vous raconter ma vie, mais je me souviens d'une discussion avec un de nos clients qui était fournisseur d'une administration publique, la DAPSA pour la citer, la santé des armées, et le cri de panique d'une comptable de la DAPSA dans une réunion de démarrage, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus l'image, le visuel auquel elle était habituée, et qu'elle n'avait plus le logo de son fournisseur pour reconnaître la facture. Que toutes les factures sur Chorus Facture de l'époque, mais c'est toujours pareil sur Chorus Portail Pro aujourd'hui, que toutes les factures reçues en EDI sont restituées visuellement selon un template qui est toujours le même, et qui ne porte pas le logo de X ou Y. Et donc, pour reconnaître le fournisseur, il faut aller regarder vraiment le facturé par, il faut rentrer dans les données. Et je me souviens du cri de panique de cette dame, qui s'est rendu compte qu'elle n'avait plus le repère pour reconnaître son fournisseur. Donc là, ce sera peut-être un atout de FactureX par rapport à cette diffusion automatique, obligatoire, pardon, de la facture électronique, de permettre d'avoir toujours un visuel qui donnera à l'utilisateur le sentiment d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer par rapport à ses habitudes. Et à côté, il y aura bien le fichier de données qui a toute chance d'être conforme à ce que va attendre l'administration à partir de 2023. Donc pour la gestion du changement, ça peut être un très très bon levier à utiliser. Finalement, FactureX est le fruit de travaux menés ensemble depuis 2016, cette conférence numérique franco-allemande, dans les différents travaux qui étaient portés dans cet événement, il y a eu le lancement d'un travail entre deux instances dédié à la facturation électronique. En France, le Forum national de la facture électronique, qui est un forum, une association
donc Quibi est membre, mais qui est une association qui est issue d'une initiative européenne qui a provoqué des forums dans tous les pays de la communauté. Et côté allemand, le FERD, le Forum Elektronische Rechnung Deutschland, désolé pour mon accent qui n'est peut-être pas parfait, et donc le FERD, et la France et l'Allemagne ont travaillé ensemble, ont porté ensemble ce format. En Allemagne, il s'appelle le Zugferd, en France, c'est le FactureX, et les deux sont exactement identiques. L'objectif, c'est de se dire que France plus Allemagne, ça fait une masse critique au niveau de l'Europe qui va emporter l'adhésion et faire que le format FactureX ou Zugfern en Allemagne, que ce format de facturation, avec sa structuration de données et sa logique visuelle flux de données, ce format va devenir dominant dans l'espace européen, dans les différents pays de l'Europe et également pour tous les flux intracommunautaires. Voilà, c'est juste une petite page pour revenir sur l'histoire de ce format. 30 secondes, je ne suis pas là pour faire de la pub, 30 secondes pour juste positionner notre vision des choses. Je l'évoquais il y a quelques instants. Depuis quelques semaines, en tout cas depuis janvier, la plupart des démarrages que Quibi fait pour des émetteurs de factures, nos clients, nous les faisons en intégrant d'office la conversion du PDF originel sorti de l'outil de facturation dans le format FactureX. C'est-à-dire que avant même de se poser la question à qui ça va et quel est le format final, on convertit en FactureX. Donc, je prends le PDF qui sort de l'outil de facturation, j'en fais un FactureX et j'applique les obligations fiscales. Et ensuite, on assure notre métier qui est de se dire, ah, ça c'est une facture Chorus, elle va partir sur Chorus par des protocoles automatisés sur Chorus dans le format Chorus. Ça, c'est une facture pour Coupa, pour Ariba, pour CGDIM. On va la mettre dans le format attendu par cette plateforme, la pousser par le protocole technique. C'est de l'EDI, on la met dans le format EDI. C'est un fichier privé, on la met dans un fichier privé. Ça peut partir en interco. Alors, Use, c'est du FactureX. Fred, c'est du FactureX. Je déclare, je facture, qui sont les plateformes des experts comptables, c'est également du FactureX. Et puis, si c'est un client lambda qui on va notifier la facture par une notification email, on va lui pousser la facture PDF par la notification email, mais ce sera un FactureX. Ce qui veut dire que si le destinataire ne nous a pas ouvert de canaux pour un traitement direct, une transmission directe, et qu'on passe par un push mail, lui, de son côté, il bénéficie quand même du FactureX pour automatiser le traitement s'il dispose d'outils capables de prendre le fichier FactureX et automatiquement l'intégrer dans ses outils. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est pas le sujet. J'en ai terminé avec ce que je voulais dire. Je suis donc à l'écoute des différentes questions. J'en ai vu plusieurs passer dans le chat. Je vais tenter de les récupérer. J'ai vu passer une question sur FactureX 2023. Je pense y avoir répondu. Côté émetteur, quelles sont les contraintes de données pour fabriquer du FactureX? En fait, il y en a pas ou il y en a beaucoup. Comme je l'ai évoqué, FactureX, il y a une graduation entre le FactureX basique, qui est en gros en tête-pied, et le FactureX, je ne sais plus son nom, le plus avancé, je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux de graduation, le FactureX le plus avancé qui correspond à de l'EDI et donc qui va être en détail de ligne avec quasiment toutes les données d'un vrai message EDI. Donc, tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Typiquement, le cas de la centrale dont je parlais tout à l'heure, comme ce sont des factures de pénalité ou de participation publicitaire, donc ce ne sont pas des factures assez classiques, on va dire en général, on s'est limité à un FactureX en tête-pied, mais dans d'autres cas, là je pense à quelqu'un d'autre qui démarre avec des donneurs d'ordre, on est sur un FactureX en détail de ligne. Donc forcément, les contraintes seront un petit peu plus compliquées dans ce cas-ci que dans le cas où on est juste en tête-pied. Je vois une question juste après sur... oui, alors c'est une question pour moi, pour Quibi. Oui, Quibi est en état de faire un FactureX. Et d'ailleurs, les factures que je vous ai montrées en exemple, ce sont des vraies factures qui sont parties à des vrais clients, qui sont des factures converties en FactureX. On génère le PDF et dans notre traitement, comme ce qu'on fait pour nos clients, la facture rentre PDF natif et elle ressort PDF A3 signé et impactant la couche XML FactureX attendue. 2023, c'est clair. J'ai une question qui apparaît. Les logiciels de gestion commerciale pourront-ils générer des FactureX? Dans l'absolu, oui. Et je pense que la plupart vont s'y mettre, voire même sont déjà capables de le faire. La seule limite,
c'est combien de temps pour déployer. Parce que SAP, par exemple, je crois que ça fait 1 an à peu près qu'ils annoncent savoir générer du FactureX ou du Zugpferd. Parce que SAP est une société allemande, donc Zugpferd doit être le point d'entrée pour eux. Donc là, ils savent le faire. Par contre, est-ce pour autant que toute la base installée de cet outil est aujourd'hui équipée de la fonctionnalité permettant de générer nativement un PDF, FactureX? Ça, je n'en sais rien. Je ne pense pas. Donc, la plupart des éditeurs se mettent en état de pouvoir le faire, mais reste la question du déploiement sur la base installée. Et derrière, je profite, c'est pas fait exprès, mais je saisis la balle au bon. Derrière, se pose une autre question. C'est qu'une facture, c'est un flux. C'est un flux. Ce sont des données qui circulent. Et donc, est-ce que c'est le métier d'un éditeur de logiciel d'assurer la transmission de la facture? Moi, j'ai toujours un doute. Je fais souvent l'analogie. Dans la logistique, il y a les entrepôts et il y a les camions. Je ne stocke pas des marchandises dans un camion et je ne demande pas à mon entrepôt de livrer les marchandises. Ce sont deux choses différentes. Donc, la facturation, c'est un flux. Aujourd'hui, il s'appuie principalement sur les postes, sur la poste, parce que ça fonctionne très bien, malgré tout ce qu'on peut en dire, ça fonctionne très bien. Euh, c'est pas qu'une affaire d'enveloppe et de papier que je mets dans l'enveloppe. Il y a bien la poste qui assure un rôle. Donc l'éditeur de RP peut être capable, de gestion commerciale, peut être capable de produire le fichier FactureX. Il n'est pas certain que derrière, il soit capable de le transmettre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de solutions disent je sais faire du Chorus. C'est très bien. Mais Chorus, ça représente 100 millions de factures par an sur un total de 2,6 à 3,2 milliards de factures B2B ou B2J par an en France. Donc il y a tous les autres. Si je sais faire un FactureX, c'est pas pour autant que je sais le déposer sur la plateforme X ou Y qui va le recevoir. Donc il y a un vrai sujet de logistique. La facture électronique, c'est un flux, c'est comme de la logistique. Il ne faut pas confondre la production du carton de l'expédition avec sa livraison qui sera réalisée par un service habitué à gérer le flux et les transports. Question sur votre avis sur les factures B2B, B2C. Je ne comprends pas trop. Alors, une facture X peut-elle être envoyée par mail avec pièce jointe? Oui, bien sûr. Pour le B2C, pour moi, il n'y a pas d'intérêt parce que dans le B2C, le client, il n'intègre pas la facture dans ses outils. Donc, qu'on lui donne la data exploitable ou pas, ça ne change rien. Au pire, on peut le faire, et puis celui qui a un petit outil pour gérer son budget, etc., il pourra intégrer dans FactureX. Mais je pense que dans le B2C, l'intérêt est beaucoup plus limité. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci beaucoup à tous de votre attention et de votre participation. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.